Bonjour Mélia. Bonjour Rachid. Pour le Maroc, c'est une société plus inclusive qui est souhaitée. Oui, on commence avec cette 6e édition des concours unifiés destinés aux personnes en situation de handicap qui s'est tenue ce week-end à Rabat à l'initiative du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Et comme le rapporte l'agence de presse La MAP, cet événement marque une étape majeure pour l'inclusion professionnelle. 200 postes sont ouverts cette année dans l'administration publique contre 50 lors de la première édition en 2018. Le nombre de candidats, lui, a atteint 2300 personnes, dont 50% présentant un handicap moteur. La ministre déléguée Amal El Fellah a d'ailleurs réaffirmé sur place l'engagement du gouvernement à garantir l'égalité des chances et la transparence dans l'accès à la fonction publique. Depuis la première édition en 2018, déjà 1246 personnes porteuses de handicap ont déjà été recrutées, confirmant une démarche inclusive d'accès à l'emploi. Et sur le plan de la santé publique, le collectif Autisme Maroc et le Fonds des Nations Unies pour la population viennent de présenter 2 études nationales inédites sur l'autisme à Rabat. Et comme le détaille le média Quid, elles posent les bases d'un plan intersectoriel national articulé autour de 6 priorités: dépistage, éducation, insertion professionnelle, recherche et lutte contre la stigmatisation. Pour la présidente du collectif Afaf Afan Agi, ces travaux constituent une référence essentielle pour orienter les politiques publiques, un pas décisif vers une approche scientifique et inclusive du handicap au Maroc. Et enfin, dans une note un peu plus culturelle, l'opinion met en lumière un bel exemple d'inclusion artistique. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a accueilli la présentation d'un recueil de poésie de Mohamed Najih lors d'une soirée organisée par l'association LWM pour les personnes toujours en situation de handicap. L'événement s'est distingué d'ailleurs par sa traduction en langue des signes, permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder à la richesse du texte. Un geste célébré comme un acte profondément humain, démontrant que l'inclusion ne passe pas seulement par l'emploi ou la santé, mais aussi par l'accès universel à la culture et à l'émotion. Tout autre chose. À présent, on connaît les noms des entrepreneurs les plus riches du continent. Oui, le dernier Bloomberg Billionaires Index révèle que 7 Africains figurent désormais parmi les 500 plus grandes fortunes mondiales pour une valeur cumulée de 100 milliards de dollars. Et comme le rapporte le 360 Afrique, le Nigérian Aliko Dangote reste le plus riche du continent avec 30,3 milliards de dollars, suivi de son compatriote Abdul Samad Rabiou et de 3 Sud-Africains, Johan Rupert, Nikki Oppenheimer et Nati Kirsch. Le classement se clôt aussi avec les frères égyptiens Nassef et Naguib Sawiris, des élites donc économiques qui prospèrent dans des secteurs variés, énergie, mines, ciment, luxe et agroalimentaire, illustrant la diversification croissante des pôles de richesse sur l'ensemble du continent. Et justement, le milliardaire nigérian Dangote a annoncé, selon TV5 Monde, vouloir doubler la capacité de sa raffinerie à 1,4 million de barils par jour pour en faire la plus grande au monde. Un projet colossal qui pourrait transformer le Nigeria, jusque-là dépendant des importations de carburant. Mais, car il y a toujours un mais, ce géant industriel n'échappe pas à la controverse. Dernièrement, des syndicats l'accusent d'avoir licencié des travailleurs locaux au profit de ressortissants indiens. Une polémique qui illustre le paradoxe de la croissance nigérienne, florissante sur le plan industriel, mais encore fragile sur le plan social. Mais si, donc, comme on le sait, les affaires des grandes fortunes africaines prospèrent, qu'en est-il de la croissance et de son impact sur la société? Et selon Bali Actu, les nouvelles projections du FMI dressent tout de même un bilan contrasté pour l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont des moteurs régionaux, peinent encore à convertir leur croissance en progrès social durable. Les déficits budgétaires, la dépense énergétique et les tensions politiques freinent la stabilité économique. À l'inverse, on a le Bénin qui, lui, s'impose comme un modèle de résilience grâce à la rigueur budgétaire, la modernisation, par exemple, du coton et la confiance des investisseurs. Pour le FMI, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui regroupe 8 États partageant le franc CFA, doivent désormais réinventer leur modèle en misant sur la transformation locale, le développement industriel et une répartition plus équitable des richesses. Autrement dit, pour l'Afrique de l'Ouest, l'enjeu n'est plus seulement de croître, mais de croître surtout durablement.
Donald Trump poursuit sa tournée asiatique. Après la Malaisie, il s'est envolé tout à l'heure pour le Japon et il souhaite ainsi réaffirmer la place des États-Unis en Asie. C'est son grand objectif, en effet. Donc Donald Trump a, comme vous l'avez dit, entamé une tournée diplomatique en Asie visant d'abord à rassurer ses alliés dans la région et à désamorcer les tensions commerciales avec Pékin, rapporte l'Express. Cette visite, qui l'a conduit d'abord en Malaisie, puis au Japon et après en Corée du Sud, intervient à la veille de l'expiration de la trêve commerciale entre Washington et Pékin, fixée au 10 novembre. Autre enjeu aussi, consolider les alliances économiques avec Tokyo et Séoul, engagés à investir respectivement 550 et 350 milliards de dollars aux États-Unis. Mais la région quand même reste prise au cœur de cette tension diplomatique, souligne l'article. Certains pays d'Asie du Sud-Est dépendent à la fois du commerce chinois et des garanties de sécurité américaine. Et en Malaisie, d'ailleurs, première étape de cette tournée, Donald Trump a signé plusieurs accords commerciaux, on en a parlé, mais surtout un cessez-le-feu historique entre la Thaïlande et le Cambodge, deux pays qui s'affrontaient depuis des mois à leurs frontières selon le devoir. Il a aussi relancé le dialogue avec la Chine et les deux pays avancent et sont parvenus à une sorte de consensus préliminaire sur un futur accord. Trump espère le finaliser jeudi lors de sa rencontre avec le président chinois, justement en Corée du Sud. Et selon Libération, ce sommet à Kuala Lumpur sert donc à être un catalyseur diplomatique. Avant cette grande rencontre, les discussions ont été jugées constructives et approfondies par le secrétaire américain du Trésor Scott Bessent, laissant entrevoir un rééquilibrage stratégique sino-américain. Cette fois, l'idée de stabiliser ces relations économiques après des mois d'escalade tarifaire, tout en réaffirmant, comme on l'a dit, la place des États-Unis dans une Asie désormais au cœur des rivalités mondiales. Nous sommes aujourd'hui, Myriam, le 27 octobre 2025. Quel autre 27 octobre a marqué l'histoire? Alors c'est un 27 octobre qui va beaucoup parler à tous les médias. Nous sommes aussi un média et cette journée célèbre la journée mondiale de l'audiovisuel, tout simplement, selon l'UNESCO. Alors cette journée nous rappelle que les médias, mais aussi dont les films font partie, les émissions, les enregistrements sonores, ne s'adressent pas seulement au passé, mais construisent aussi l'avenir. L'UNESCO souligne aussi l'importance de préserver ces archives, souvent fragiles, comme des témoins vivants de notre humanité commune, de la mémoire collective aux cultures locales. Et cette journée est aussi l'occasion pour les États membres d'évaluer leurs efforts dans la préservation et l'accès au patrimoine documentaire, y compris sous forme numérique. Rappelons que l'organisation, à travers son projet Numériser notre histoire commune, s'attelle à rendre accessible ce patrimoine aux générations futures. Et donc, en faisant la libre circulation des idées par la parole et l'image, cette célébration rappelle que la mémoire du monde n'est pas seulement un héritage, mais aussi un outil de paix, d'éducation et de compréhension entre tous les peuples. Eh bien, on essaye aussi d'y contribuer. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.